les charges fiscales assises sur les salaires. Ce que je voulais vous rappeler, c'est que sur le plan financier, par rapport au contrat de travail, les obligations de l'employeur c'est vrai qu'ils ne se limitent pas simplement à verser une rémunération aux salariés. Il y a des charges qui sont de nature sociale, fiscale, qui sont assises sur les salaires et qui pèsent sur le chef de l'entreprise. Les plus importantes sont celles qui sont relatives au régime légal de sécurité sociale, en lien avec le précédent cours qui a été fait sur le bulletin simplifié. Il faut également rajouter les versements qui sont destinés au transport, qui ne sont pas des charges fiscales, je répète. Et je détaillerai quelles sont exactement les charges fiscales assises sur les salaires. Les charges d'un régime complémentaire de sécurité sociale ou celles relatives à l'assurance chômage, ainsi que celles relatives au fonds de garantie des salaires. Donc, il existe par rapport des taxes de participation calculées sur les salaires dont l'employeur est seul redevable. Dans ce cas-là, ceci n'est également pas une charge fiscale, c'est une charge qui est imposée à l'employeur, mais qui n'est pas assise sur les salaires, qui est assise sur d'autres données externes, financières, comptables. Donc, nous allons commencer. Le plan du cours va être assez succinct et assez simple. Je vais vous présenter les différentes charges fiscales qu'il peut y avoir sur les salaires, une par une, les charges fiscales. On va commencer par, je pense pour moi, qui est l'un des plus importants pour tout le monde et que beaucoup de gens ont du mal à cerner, c'est la taxe sur les salaires. La taxe sur les salaires est une taxe qui est assise sur les salaires et elle concerne tout le monde. Elle concerne aussi bien les personnes morales de droit privé, c'est-à-dire entreprises, et également les OSBL, c'est-à-dire organisations sans but lucratif, c'est-à-dire les associations, les fondations, les fonds de dotation également. Il faut savoir principalement que la taxe sur les salaires, donc, c'est pour les personnes qui ne sont pas assujetties à la TVA. Et vous voyez établi en France, ça c'est un petit rappel. Parce que la notion fiscale de la TVA, on ne va pas l'aborder, est importante. Lorsqu'on est assujetti ou non assujetti à la TVA, et selon le pourcentage de l'activité assujettie à la TVA ou pas, par rapport au chiffre d'affaires. C'est-à-dire, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Au niveau de la base d'impôt, je vais raconter un peu plus d'informations sur la taxe sur les salaires, hormis la base d'imposition qui est calculée sur les rémunérations brutes vexées, montant brut annuel de l'ensemble des rémunérations et avantages en nature versés par l'employeur. J'ai bien dit l'ensemble des rémunérations et avantages en nature versés par l'employeur. Il ne faut pas oublier cette donnée-là qui est importante. Ensuite, il y a des taux qui sont appliqués ou alors des taux majorés en fonction du montant de salaire. Je vais me permettre de rappeler simplement ici les différents taux qui sont appliqués. Le taux normal qui est de 4,25, on prend le salaire. Lorsque le salaire annuel est inférieur à 7 713 €, jusqu'à 7 713 €, on va appliquer un taux de 4,25 qu'on va appliquer directement sur la rémunération de base qui va être sous-jacent à cela. Ensuite, lorsque la rémunération est supérieure à 7 713 € mais inférieure à 15 401 €, on va appliquer un taux progressif. C'est-à-dire de 0 à 7 713, on applique le taux de 4,25 et entre la rémunération qui est comprise entre 7 713 et 15 401, on appliquera un taux de 8,5. Donc, vous voyez que c'est un taux qui est progressif. Ensuite, on a le taux qui est le deuxième taux qui est à 13,60% au total, ce qui fait ça. Et ensuite, on applique le taux de 20% qui est appliqué pour tout ce qui est salaire supérieur à 152 122 €. Au niveau de la taxe sur les salaires, je reviens s'il vous plaît sur la première diapo. La taxe sur les salaires, on me demande la TVA est de combien? La TVA est de 20%. Mais la question n'est pas sur le taux de TVA qui est appliqué. La question qui est posée, c'est quelle est la répartition de l'activité assujettie à la TVA par rapport à l'activité totale de l'entité. Je vais détailler un petit peu plus. Ce que je vais vous expliquer là, c'est que, en simplifiant, la taxe sur les salaires, pour simplifier, c'est la loi a dit soit on paye la TVA, soit on paye la taxe sur les salaires. Si une entreprise n'est pas assujettie à la TVA et qu'elle a des salariés, il faudra obligatoirement payer la taxe sur les salaires. Cependant, si une entreprise a de la TVA et est assujettie à la TVA et en plus a des salariés, mais que une partie de son activité n'est pas assujettie à la TVA, là, il faudra appliquer un prorata de TVA et un prorata de taxe sur les salaires. Un exemple concret. Dans les sociétés holding n'ont pas d'activité génératrice de valeur ajoutée. Elles ont une activité qui est
de gérer des titres de participation. Lorsqu'on a des salariés dans les sociétés holding qui exercent leur activité comme elles veulent, eh ben, les salariés qui travaillent dans les sociétés holding, il faudra, comme elles ne sont pas assujetties à la TVA, les sociétés holding ne sont pas assujetties à la TVA. Donc, automatiquement, il faudra verser une taxe sur les salaires sur la base des rémunérations versées. Cette notion de taxe sur les salaires n'est pas aussi simple que cela. Parce que de l'autre côté, il faut voir que quelle est la base de la taxe sur les salaires? Est-ce que tout le monde cotise ou pas? Est-ce qu'il y aura une taxation sur les taxes sur l'ensemble des rémunérations? Je vais élargir sur l'autre point, sur les OSBL, organisations sans but lucratif, des associations et fondations. Il faut savoir que dans les associations et fondations, toute entité de l'économie sociale et solidaire, que eux ne sont pas assujettis à la TVA. Donc, eux, ils payent la taxe sur les salaires. Mais, à l'encontre des sociétés commerciales, les associations ont droit à un abattement. L'abattement, aujourd'hui, est de 20 000 euros. Il change tous les ans. L'année dernière, il était de 20 061 euros de mémoire, si je ne me trompe pas. On n'est pas à 50 euros près. C'est-à-dire que sur la base du calcul qui sera effectué. Aujourd'hui, vous avez calculé les rémunérations. On a calculé suivant les taux qui sont ici, le montant total qu'il faudra payer. Si on arrive à un montant de 19 000 euros de taxes sur les salaires, dans les associations, ce qui est pratiqué, on fait 19 000 euros moins 20 000 euros, ce qui fait 0 euros à payer de taxes sur les salaires. Cet abattement de taxes sur les salaires, ça s'applique tous les ans, que ce soit une petite association, une grosse association. Après, si on constate qu'on a trop de taxes sur le montant de la taxe sur les salaires à payer est supérieur à l'abattement, imaginons que ça fait 50 000 euros de taxes sur les salaires, on fait 50 000 euros moins les 20 000 euros d'abattement, ce qui fait 30 000 euros à payer. Je tiens à vous donner une information que peu de gens connaissent, c'est surtout ça, sachez également que certains salariés sont exonérés de la taxe sur les salaires. Donc, je vous recommande d'aller plus dans le détail. Par exemple, les salariés, prenons le cas d'une association, les salariés qui sont cuisiniers, les cuisiniers dans les associations qui sont salariés, leur rémunération ne rentre pas dans la base de calcul de la taxe sur les salaires. C'est une particularité bien spécifique, donc il faut faire attention. Donc, ce n'est pas simplement on prend l'ensemble des rémunérations, non, il faut regarder par type de salariés qu'on peut avoir au niveau d'une structure. Cette taxe sur les salaires, elle est versée selon différents modes. D'abord, on peut verser des acomptes. Aujourd'hui, on peut verser les acomptes de manière mensuelle. Voilà. Mensuellement, voilà, on fait un montant X qu'on paye tous les ans, tous les mois. Et en fin d'année, on remplit un bordereau de liquidation de taxe sur les salaires. C'est-à-dire qu'on fait un récap annuel de tout cela. Ensuite, on va soustraire tous les acomptes qui ont été payés et on paiera le net. Il faut savoir une chose, c'est qu'on peut, si on a trop payé, on peut demander à être remboursé ou bien l'imputer sur la taxe de l'année suivante. Dans tous les cas, ce que je recommande personnellement, c'est de l'imputer sur les années suivantes si on a toujours des taxes à payer. Sinon, si vous avez des problèmes de trésorerie, ça serait intéressant de demander un remboursement de la taxe qui a été trop payée. Simplement, j'insiste sur cette taxe sur les salaires parce qu'elle est très importante et beaucoup de gens se trompent. Le prorata de TVA qui est calculé. Lorsqu'on calcule le prorata de TVA, il faut bien prendre la base, c'est l'ensemble du chiffre d'affaires, si vous voulez, qui est assujetti à la TVA, ramené à l'ensemble de l'activité globale. Donc, on voit le pourcentage, est-ce qu'il atteint ou pas 90% ou pas du chiffre d'affaires. Dans ce cas-là, on applique le prorata TVA. Dans le cas contraire, on n'applique pas le prorata de TVA. La taxe sur les salaires est une taxe qui est due par l'employeur uniquement. Je vois qu'il y a une personne qui me demande dans quel document ressources peut-on vérifier pour chaque salarié s'il y a une taxe sur les salaires. La question, elle est un peu ambiguë. Je vais essayer de détailler pourquoi. C'est dans la notice de la taxe sur les salaires, dans le CERFA qui est adjoint à la taxe sur les salaires, il est écrit, voici l'ensemble des personnes qui sont assujetties à la taxe sur les salaires et ceux qui sont exonérés. Ensuite, dans quel document peut-on vérifier si pour chaque salarié? Moi, je n'ai que le CERFA et je ne m'appuie que sur le CERFA ou bien le BOFIP. Donc, ce que je ferai, je vous mettrai en référence les textes afin de vous donner ces éléments-là. Mais il faut le savoir, et dans les activités qui sont tout ce qui est non lucratif,
Oui, dans la notice jointe au CERFA, exactement. Et derrière, lorsque vous faites le bordereau de liquidation de la taxe sur les salaires. La taxe sur les salaires est une charge c'est une taxe assise sur les salaires. C'est une charge qui est patronale. Donc, il n'y a pas de taxe par rapport au salarié. Le salarié, sur son bulletin de paye, n'apparaît pas dans la colonne salariale. Ce n'est que patronal. C'est que le patron qui paye. C'est que l'employeur. Le salarié ne paiera pas du tout ça. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une taxe qui est assise sur les salaires. La taxe sur les salaires, c'est ça que je voulais vous dire. Donc surtout, n'oubliez pas, les sociétés holding sont assujetties à la taxe sur les salaires parce que par nature, une société holding, c'est une société qui ne fait que gérer des types de participation, donc elle ne génère pas de valeur ajoutée. C'est pour ça que les sociétés holding sont assujettées à la taxe sur les salaires. Attention, si l'activité est mixte, entreprise ou pas entreprise, il faut savoir une chose aussi, il y a des associations qui ont des activités mixtes, qui vont une activité lucrative, une activité non lucrative. On applique aussi un prorata TVA. Ça devient un peu complexe, mais on ne va pas rentrer dans le détail, sinon vous allez tous m'abandonner et je vais me retrouver tout seul. L'autre taxe que je voudrais vous parler, il y en a 4-5, pas plus, ne vous inquiétez pas. C'est la taxe sur l'apprentissage. La taxe d'apprentissage, elle, c'est un impôt qui a pour objet de faire participer les employeurs au financement des premières formations à caractère technologique et professionnel, dont l'apprentissage. Vous savez que l'apprentissage, c'est ce qui est mis en exergue en avant dans les centres de formation et d'apprentis. Elle est due par la majorité des entreprises qui emploient des salariés. La taxe d'apprentissage, elle n'est due que par les entreprises qui embauchent un salarié. Si vous avez 0 salarié, vous ne paierez pas de taxe sur l'apprentissage. Il faut le savoir aussi, il ne faut pas activités industrielles, commerciales ou artisanales et les sociétés passées de l'IS sont assujetties à la taxe sur les salaires. Donc, on a bien dit, et j'ai bien dit, je répète, assujetties à l'IS. Si vous n'êtes pas à l'IS, c'est-à-dire une association à but non lucratif, vous ne payerez pas la taxe sur l'apprentissage. N'oubliez pas ça. On voit les taxes assises, toutes les taxes qui sont assises sur les salaires, on parle souvent que l'activité est lucrative, mais vous avez un autre point du marché du travail qui est des entreprises, des entités plutôt devrais-je dire, qui sont les associations et fondations. Celles qui occupent de matière habituelle ou plusieurs apprentis, voilà. Et les sociétés et personnes ayant pour objet d'exercer les divers ordres d'enseignement. Parce que ces cas-là, ces deux derniers cas, les entreprises qui emploient beaucoup d'apprentis et qui font de l'enseignement sont exonérées de la taxe d'apprentissage parce qu'il y a des exonérations qui sont prévues en fonction de la présence, de la durée d'arrivée, du durée du contrat, en quelle année ils sont. Ça, là, on rentre dans la partie fiscale. C'est bien une taxe assise sur les salaires, mais fiscale, d'où les charges fiscales qui sont assises sur les salaires. Les entreprises on me pose une question intéressante, on me dit que les entreprises qui prennent des étudiants en alternance sont concernées par cette taxe. Oui, il y a une personne qui a déjà répondu, c'est gentil, merci d'avoir répondu à ma place. Oui, la question c'est toutes les entreprises assujetties à l'IS qui payent de l'impôt sur les sociétés, ou qui ne payent pas, mais qui sont de facto imposées à l'IS, paieront la taxe sur les apprentis dès qu'ils ont un salarié. Cette taxe, et nous avons une autre taxe qui est en plus de celle-là, c'est la contribution au développement de l'apprentissage. Sont dues par exemple soumises à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, entreprises individuelles, voilà. Les groupements d'intérêt économique aussi, les associations aussi, ça c'est par rapport si elles sont assujetties à l'IS. C'est pour ça que j'en ai parlé ici en brillance. Donc, n'est pas ceux qui n'ont ayant sourcé rien, mais ne possèdent aucune exploitation ni aucun bénéfice. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je vous dis. Si elles ne sont pas là, on ne paye pas. Donc, ensuite, les entreprises employant des apprentis et dont la base d'imposition, l'ensemble des rémunérations ne dépasse pas 6 fois le SMIC annuel. Donc, qui emploient des apprentis. C'est bien la condition sine qua non. Il faut employer des apprentis. Les sociétés civiles, lorsque leur activité et non commerciales, sociétés civiles de moyens. Ça, on retrouve surtout chez les avocats, par exemple. Voilà. Chez les avocats, ça existe pas mal, de sociétés civiles de moyens. Les sociétés et personnes morales ayant pour objectif l'enseignement, ce que je vous ai dit, et les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant eux-mêmes de l'exonération. La contribution de solidarité autonomie, c'est une contribution de 0,3% qui est à la charge de l'employeur. Toujours. C'est pas sur les salaires, c'est à la part patronale uniquement, qui est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, afin de financer les actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Et elle est due dans le cadre de la journée de solidarité que tout le monde connaît maintenant et que tout le monde doit donner et que c'était il n'y a pas longtemps de mémoire. Et sous journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés, même si son versement n'est pas subordonné à la mise en œuvre de la journée de solidarité dans l'entreprise. Qui paye la CSA? C'est pas dit la CSG, la CSA. Ce sont tous les employés du secteur privé ou public. Donc, EDF paye la CSA. Tous les EPIC aussi sont redevables de la cotisation patronale d'assurance maladie, y comprend quand un salarié a plusieurs employeurs. Chacun devra verser. C'est-à-dire que même si vous êtes multi-employeur, chacun paiera sa quote-part. Les employeurs étrangers affiliés à un régime français de sécurité sociale. C'est-à-dire que même si vous êtes à l'étranger, mais que vous êtes affilié au régime de sécurité français, vous devez payer. C'est magnifique, ça. Les particuliers employeurs aussi sont assujettis à cette taxe. Il faut savoir que les particuliers employeurs, par exemple ceux qui ont mis en place les chèques CESU, bah, eux aussi, ils payent ça indirectement. Ils ne le savent pas, mais c'est à l'intérieur. Et ils ne payent que le net, mais de l'autre côté, bah, tout est déduit. Lorsqu'une personne a le chèque emploi-service, le CESU, tout ce qui vient en aide aux personnes, bah voilà. Tout le monde paye cette contribution de solidarité autonome. Donc, elle s'applique aux rémunérations versées aux personnes affiliées à un régime. Voilà, ça, on va passer. La base de calcul, les rémunérations d'imposition sont arrondies à l'euro le plus proche. Voilà, ça c'est comme partout, c'est toujours la même chose. Simplement, il faut savoir une chose. Le salaire des apprentis est exonéré totalement ou partiellement selon l'effectif de l'entreprise. Lorsque l'entreprise a jusqu'à 10 salariés, il y a une exonération qui est totale. Excusez-moi, je regardais s'il y avait un petit bug. Non, il n'y a pas de bug, tout fonctionne. Les employeurs qui ont à partir de 11 salariés, il y a une exonération partielle à hauteur de 11% du SMIC, de 20% pour tout ce qui est outre-mer. Le taux, le taux, il est de 0,68, la taxe sur les emprunts, sachant que pour Alsace-Moselle, je ne vais pas insister pour la région d'Alsace-Moselle, qui est toujours différente de la métropole, mais des autres départements, on va dire, voilà, de 0,44% pour tout ce qui est Alsace-Moselle, 68%. Elle comprend une part régionale, 51, qui est la fraction régionale, une quote-part d'apprentissage aussi, voilà, et une autre quote-part. Le taux varie en fonction du pourcentage d'employés en contrat d'alternance. Donc, je vous montre la suite, s'il vous plaît. Hop, voilà. Donc, c'est, en quelques mots, voici un petit tableau qui récapitule le montant du CSA qu'il faut payer en fonction. Ce CSA est payé principalement pour les entités qui ont plus de 250 salariés. C'est pour ça qu'ici, on constate que le taux est différent. Si on peut lire la contribution supplémentaire d'apprentissage, le CSA, là, en fonction du nombre d'alternants par rapport à l'effectif moyen annuel, on voit que lorsqu'on a moins de 2000 salariés et plus de 250, le nombre d'alternants lorsqu'il est moins de 1%, la rémunération versée, vous voyez, on passe de 0,3 à 0,4 et c'est 0,4 cette année, 0,4%, ce qui fait une certaine somme au bout d'un moment. Ensuite, vous avez tout ce qui est lié, bon, tout ce qui est, si on a plus de 2000 salariés, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail par rapport à ça, donc on a les 0,05%, voilà, lorsqu'on a plus de 2000 salariés, Donc, cela concerne principalement les grands comptes. Sachant que sur la taxe d'apprentissage, sur le montant qu'on a payé, on peut déduire des dépenses qu'on a engagées dans le cadre de l'apprentissage. Par exemple, tout ce qui est les frais de stage. C'est jusqu'à 3% de la taxe, limité, plafonné à 3% de la taxe d'apprentissage due. 25 € par jour ou 36 € par jour selon les catégories. Le bonus des entreprises d'au moins 255 qui embauchent plus de 5% dans la limite de 7% d'atteinte. Sachant qu'il y a une particularité spécifique au Rhin, au Bas-Rhin et la Moselle. Là, le critère, c'est par rapport au montant total de la taxe. C'est à partir du moment où un salarié est déclaré dans son entreprise que commence le paiement de cette taxe. Le paiement de cette taxe, elle est en décalage. On la paye toujours l'année suivante sur la base des rémunérations versées. Par exemple, on va payer en 2017 sur ce qui a été fait en 2016. C'est une question que me posait une de vos camarades. Donc, dès qu'on a un salarié, il faudra penser à mettre ça en place dans le paramétrage de la paye. Donc, tous les variables de paye, il faudra penser à mettre ça. On va parler il nous reste, ça va, je suis dans les temps, la participation à la formation professionnelle continue. C'est l'autre taxe qui est assise sur les salaires. On verra en dernier, l'autre taxe, c'est la taxe qui est l'effort de construction. La formation. On me dit, oui, mais il faut savoir si la société a sujet à la TVA. La taxe d'apprentissage n'est pas liée avec la TVA. La taxe d'apprentissage, ce sont toutes les sociétés qui sont imposables à l'IS. Ce n'est pas de la TVA. La TVA, c'était pour savoir si on paye la taxe sur les salaires ou la TVA. Puisque la loi dit, chaque personne morale doit payer soit la TVA, soit la taxe sur les salaires, ou bien une part des deux. La
taxe d'apprentissage, elle est payée par toutes les entités qui sont assujetties à l'IS. Quand une association a une activité qui est assujettie à l'IS, une activité lucrative, elle paiera la taxe d'apprentissage sur les salariés qui sont affectés à cette activité lucrative. Au bout d'un moment, ça devient compliqué. Même moi, parfois, je m'embrouille. Mais c'est très intéressant, je trouve, personnellement. On va parler de la participation à la formation professionnelle continue. Toutes les entreprises domiciliées en France doivent consacrer chaque année à la formation professionnelle continue du personnel des sommes représentant un pourcentage des salaires. Régime variable selon qu'on a une entreprise de plus ou moins 10 salariés. Je vous donnerai les supports, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. La base de calcul de la taxe, voilà, elle est composée du montant total des rémunérations imposables et des avantages en nature. Toujours pendant l'année au personnel, pendant l'année en cours. Salaire, cotisation, tout, prime, gratification, indemnité, tout, même les pourboires, tout rentre sur la base. Il faut savoir que certaines branches professionnelles peuvent fixer des taux qui peuvent être différents, c'est-à-dire supérieurs à ce qui est réglementaire. Ou plutôt, on va dire, ce que le législateur a mis en place. Le taux de cotisation pour la formation professionnelle continue, voilà, c'est en fonction de l'effectif. On verra un peu plus tard comment on calcule l'effectif. Je me suis permis de mettre à la fin un slide pour vous dire comment on calcule, puisque la base de tout, c'est combien on a d'effectifs et comment on calcule des effectifs. Donc, le montant est de 0,55%. Toutes les entreprises, voilà. 0,55%, dès qu'on a jusqu'à 9 salariés pour 2016 et 10 salariés. Vous voyez, le seuil, on a un petit peu monté en 2017, c'est-à-dire que pour les entreprises qui ont 9 salariés, voilà, il sera de 9,55. Pour ceux qui sont de 10 salariés, strictement de 10, 0,55 en 2017. À partir de 10 salariés, c'est-à-dire 11 salariés, et de 1%. C'est-à-dire que vous voyez, la part entre 9 et 10 salariés, il y a 0,45 de plus, ce qui n'est pas négligeable. Le montant qui est lié, le pourcentage pour les entreprises de travail temporaire, est supérieur vu de leur activité et vu les spécificités liées au métier. Donc, c'est une taxe qui est assise aussi sur les salaires. Lors du paiement, on a des déductions. L'effectif de l'entreprise qui est calculé au 31 décembre, tous les établissements confondus. Quand une entreprise a il y a une personne morale et derrière, il existe plusieurs établissements, il faut faire un calcul au niveau global pour cette taxe, qui est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. Ça, c'était pour vous dire. Donc, les salariés pris en compte pour le calcul au 31 décembre. Les salariés sont pris en compte pour une unité, là ça devient un peu complexe, pour une unité chacun quand ils sont en CDI. C'est-à-dire quand c'est quelqu'un en plein temps en CDI, ça fait 1. Voilà. Travail à domicile, représentant, pareil. Après, c'est au prorata de présence au cours des 12 derniers mois. C'est-à-dire que quand vous êtes là qu'à moitié temps, à 50%, on prend 0,5. Si vous êtes à 30%, on prend 0,3. Sauf si s'agit de remplacement, etc. Après, au prorata temps de travail prévu pour le contrat de travail par rapport au temps normal de travail pour les salariés à temps partiel. Donc, les CDI, parce que vous avez des CDI à temps plein, des CDI à temps plein, mais qui sont à temps partiel, des CDI, des personnes qui ne sont pas là tout le temps, des intermittents, des CDD. Voilà. Donc, il faut bien calculer ça. Les salariés exclus du calcul, parce que si vous avez 10 salariés, mais que parmi les 10, vous avez 2 ou 3 apprentis, ben, vous n'êtes pas 10, vous êtes 7. Parce que les apprentis, on les enlève. Les titulaires de contrats de professionnalisation, les titulaires de contrats de CIE, les CAE, pendant la durée de la convention, les titulaires de contrats d'avenir et les titulaires de contrats d'insertion de revenu minimum, les CIRM. Salariés équivalent temps plein. Oui, c'est ça, ETP, équivalent temps plein. Il faut bien compter le nombre de salariés qu'on a, les effectifs, pour savoir, par rapport à ici, dans quel cadre on est. Plus 10, moins 10. C'est très important par rapport à ça. Et cela va de pair aussi avec les autres taxes qui sont assises sur les salaires. Donc, je voudrais finir maintenant. Oui, par rapport à la question, il y a des déductions liées à la formation, oui. Mais la taxe, vous la payez d'office. Ce n'est pas parce que vous avez fait des formations telle ou telle avec tel ou tel prestataire. Par exemple, ici, à l'École française de comptabilité, vous avez fait une formation. Ça ne va pas venir en moins de la taxe de l'effort, de la taxe liée à la formation continue. C'est pas pareil. Simplement, c'est que ça vient sur le montant que vous avez droit au total qui vous est alloué par votre OPCA. Voilà, par AGFOS, pour ne citer que. Maintenant, je voudrais finir, s'il vous plaît, avec une dernière taxe qui est assise sur la participation à l'effort de construction. Dans les entreprises occupant au minimum 20 salariés, ils doivent investir annuellement dans la construction de logements une somme égale à 0,45 des salaires versés au cours de l'année civile écoulée.
C'est-à-dire que sur l'année 2016, du 1er janvier au 31/12/2016, on va regarder la masse salariale, ce qui est un montant, on va dire, de 200 000 euros. Et si on a, suivant le calcul qui a été effectué précédemment, qu'on a plus de 20 salariés, on doit une taxe supplémentaire de 0,45%. C'est pas compliqué, c'est 0,45 fois la masse salariale. Et ça, c'est une cotisation, c'est ça. Budget formation et taxe sur la formation. C'est ça, c'est pas pareil, bravo. Je vous félicite. Donc, les 0,45, c'est vraiment une taxe. Si on a plus de 20 salariés, voilà, on paye la taxe 0,45. Il faut savoir que c'est pour les entreprises de plus de 300 salariés, de plus de 250 salariés, cette taxe, elle n'est pas perdue, si je peux me permettre. Grâce à la participation à l'effort de construction, vous avez une particularité qui existe qui s'appelle les 1% de logement. Dans les entreprises de plus de 250 salariés, suivant le montant de la taxe, qui est la part contributive de l'employeur, j'arrête ça, voilà. Par rapport au montant total que l'entreprise a contribué, les salariés, grâce à cette taxe effort construction, peuvent demander un prêt à un taux avantageux en passant par leur employeur. Il faut savoir que cela se pratique énormément dans les entreprises qui ont plus de 250 à 300 salariés. Comme ils contribuent beaucoup, de l'autre côté, ils ont, on va dire, un panier, voilà, un panier où ils pourront plus octroyer des prêts très avantageux pour les salariés. Pas pour tout, les prêts il y a des conditions aussi pour avoir les prêts. C'est pas illimité, mais ça peut être intéressant. Ça peut être une aide pour certaines personnes s'ils veulent investir, faire des investissements et avoir un taux d'intérêt qui est pas négligeable.